Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Najwa El Haïté. Bonjour, docteur en droit public. Valérie. Vous êtes avocate, présidente de Demain. C'est un mouvement politique indépendant. Vous avez publié Laïcité et République chez l'Harmattan. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Vous avez été député PS. Et Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques. Honneur et patrie. Pareil. Bonjour à vous. Macron de retour sur le terrain. C'est la première fois qu'il sort de l'Élysée et qu'il va se frotter au peuple de France depuis le salon de l'agriculture. La CGT lui promet un comité d'accueil. On va parler de l'accès des secours à Sainte-Soline. Vous avez peut-être entendu ce pompier ce matin dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger. Et puis syndicat et gouvernement, dialogue de sourds, jeu de dupes, crispation. Le gouvernement joue-t-il le pourrissement? On parlera de tout cela avec vous. Commençons avec une excellente nouvelle, Jacques Miard, et votre coup de cœur pour vous-même. Eh bien, vous savez, c'est charité. Oui. Charité organisée commence par soi-même. Oui. Et donc, je voudrais saluer le fait qu'à travers les FIF, grâce à les FIF, la ville de Maisons-Laffitte achète l'hippodrome de Maisons-Laffitte et va entamer derrière tout un processus pour à terme reprendre les courses. J'ignorais qu'il n'y avait plus de courses à Maisons-Laffitte. Il n'y avait plus de courses de Maisons-Laffitte depuis 2019, après une décision qui avait été prise par France Gallo de fermer l'hippodrome de Maisons-Laffitte, ce qui m'avait provoqué une colère, je dirais, forte à l'égard de France Gallo. Mais on s'est rabiboché et surtout, je tiens à remercier les professionnels des courses, les entraîneurs de Maisons-Laffitte et de Chantilly qui ont demandé qu'on rouvre l'hippodrome. Alors, pourquoi ça avait été fermé? Alors, c'était une vaste histoire en disant Bercy disait il y a trop d'hippodromes en France. Et il faut savoir que l'hippodrome de Maisons-Laffitte, qui était la propriété de France Gallo, était un hippodrome qui était le moins cher à exploiter. Alors que celui de Longchamp et Auteuil, France Gallo paye, ils étaient donc propriétaires, ils ne payaient aucun loyer. Et donc, tandis qu'à Longchamp, ils payent à la ville de Paris la bagatelle de 10 millions d'euros par an. Ouais. Mais bien sûr, Longchamp et Auteuil, ce sont des hippodromes très prestigieux. Maisons-Laffitte est le plus grand hippodrome de France. Et donc, il faut le savoir, parce qu'on court corde à droite et corde à gauche. Je pourrais vous faire un coup. Ah bah écoutez, mais c'est une bonne nouvelle pour Maisons-Laffitte et les turfistes. Mais je voudrais juste ajouter une chose, c'est que c'est le début d'un processus qui va encore prendre un peu de temps. Donc, on n'a pas encore franchi le poteau. Et comme disait un vieil entraîneur à Maisons-Laffitte, tant que tu n'as pas franchi le poteau, tu cravaches. Absolument. Cravachez, on compte sur vous pour les coups de cravache. Najwa, vous, c'est un coup de gueule à propos de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Donc l'intelligence artificielle se développe à vitesse grand V et la France et l'Europe regardent ailleurs. Et c'est un véritable problème, d'où ce coup de gueule. Donc l'intelligence artificielle s'installe de plus en plus dans nos vies, vous avez pu le remarquer. Ça s'appelle le fameux chat GPT, c'est ça? Entre autres, et je vais vous citer deux exemples. Donc deux exemples qui nous viennent des États-Unis. Donc le premier exemple, pour vous montrer que cette intelligence artificielle arrive déjà dans nos vies, mais va être de plus en plus présent. Donc aux États-Unis, l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, vient de passer avec succès les épreuves de questions à résoudre pour obtenir un diplôme de médecine. Donc ChatGPT va pouvoir parlez bien dans le micro. Donc ChatGPT va pouvoir exercer la médecine et donc être médecin. Vous avez un autre exemple, la société Do Not Pay, qui signifie en français ne payez pas, a vu le jour il y a bientôt 8 ans aux États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeune étudiant qui vient de l'université de Stanford, qui est devenu ingénieur, qui a créé cette société Do Not Pay. Et qu'est-ce que fait Do Not Pay? C'est une intelligence artificielle qui vous permet de remettre en cause vos amendes. Donc vous avez une lettre de contestation qui est écrite par ChatGPT. Vous avez également pour cette
cette intelligence artificielle la possibilité, non plus concernant uniquement des amendes, mais d'appeler sa banque concernant notamment des frais abusifs qui pourraient être contestés par ce type d'intelligence artificielle. Donc, autant vous dire que l'intelligence artificielle vient remplacer même des métiers. Des métiers comme le secrétariat, même des métiers de journaliste, rédacteur, Valérie. Le métier d'enseignant aussi est menacé par ce type d'intelligence artificielle, de traducteur, et j'en passe, je passe les exemples. C'est un vrai bouleversement, bouleversement. Mais complètement, c'est un bouleversement civilisationnel. Mais qui s'intéresse à cette évolution en France? Quelles réflexions sont-elles menées pour répondre aux mutations que l'intelligence artificielle va engendrer dans les 10 années qui arrivent? Eh bien, pour ma part, je ne vois pas vraiment de réponse ou d'anticipation par rapport à cette intelligence artificielle. J'attirais également votre attention concernant un appel qui a été lancé par des experts, dont Elon Musk, qui estime qu'il faut absolument faire une pause concernant le développement et la recherche sur l'intelligence artificielle, de peur qu'on soit complètement dépassé. Et ce qui est intéressant dans cet appel, c'est leur questionnement. Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de mensonges? Devrions-nous automatiser tous les emplois? J'en parlais, y compris ceux qui sont gratifiants. Devons-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer? Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? Et c'est là la question. Est-ce qu'on doit laisser ces réponses aux leaders technologiques? Ma réponse est non. Et la classe politique et d'autres experts doivent s'emparer de cette question-là. Mais c'est arrivé d'un seul coup. J'ai le sentiment qu'on parle de ChatGPT depuis quelques mois seulement en France et qu'on commence à voir un petit peu toute l'ampleur du développement. Oui, parce qu'il y a un développement exponentiel. Absolument. Mais Rafik Smati en faisait un coup de cœur l'autre jour, si je ne m'abuse. Oui, mais c'est ça qui est dangereux. En fait, moi, j'avais parlé de ce sujet, si vous vous souvenez, Valérie, la dernière fois, parce qu'effectivement, et je suis heureux que Najwa le traite aujourd'hui, c'est un sujet qui est absolument pas anticipé. On s'étripe sur la retraite à 64 ans sans envisager une seule seconde quelles seront les réelles conditions du travail dans notre pays, en Europe et dans le monde dans les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, quand la génération qui aujourd'hui manifeste n'aura même pas encore atteint cet âge de la retraite, et tout ça, effectivement, on court après les choses sans jamais essayer de les réfléchir et les anticiper. Et c'est très heureux qu'un millier d'experts, dont Elon Musk, mais des gens qui sont sans doute encore bien plus capés que lui sur le sujet, demandent ce moratoire. Malheureusement, un moratoire de 6 mois, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup le temps de réfléchir en 6 mois sur qu'est-ce que peut devenir et l'humanité avec ce développement d'intelligence artificielle. Vous parlez de ChatGPT qui va, on le sait, déjà remplacer un certain nombre d'emplois très vite, Najwa vient de le dire, mais il y a aussi ces logiciels de création d'images dont on voit aujourd'hui tous les contenus créés sur Internet avec ces images de Macron, par exemple, en train d'incendier des poubelles. Ou le pape en doudoune. De vider les poubelles. Le pape en doudoune, c'était extrêmement bien fait. Charles et Camilla en train d'aider les éboueurs. Alors au-delà du côté très humoristique et très fun de ces images-là, ce qui est en cause, c'est la désinformation, évidemment. C'est l'impossibilité très rapidement, parce qu'aujourd'hui il y a encore quelques petits défauts sur ces images, il n'y en aura plus dans quelques mois, l'impossibilité de discerner le vrai du faux, l'impossibilité finalement de savoir qui a créé de l'homme ou de la machine tel ou tel contenu. On a aussi aujourd'hui un débat, il est peut-être anecdotique, mais néanmoins sur l'art. Est-ce qu'un artiste qui utilise ces outils-là est fait de l'art voilà. Donc il y a des milliers de sujets, avec le plus gros qui est ce que la machine peut finalement un jour dépasser l'homme et nous asservir. Alors je ne veux pas faire de la science-fiction de café du commerce, mais néanmoins, c'est un vrai sujet que ces experts soulèvent. Mais on se rend compte de l'avancée. Et tout ça n'est absolument pas pensé, et on continue de s'étriper sur des sujets de quotidien immédiat au lieu d'essayer de penser l'avenir. Oui, Jacques Mirard, vous avez un avis? Ça pose. Alors, il y a eu un développement quantique, c'est le cas de le dire, avec l'intelligence artificielle, mais la digitalisation de notre société est un handicap sérieux. L'humain est chassé et remplacé
par la digitalisation. Et avec l'intelligence artificielle, c'est un saut qualitatif où on ne sait pas vraiment où on va. Je ne crois pas au moratoire parce que la planète est complètement balkanisée. On sait très bien que les Chinois y travaillent et qu'ils seront capables d'intervenir avec cynisme et autres. Et puis, il y a aussi toutes les hackers, toutes les personnes qui peuvent déstabiliser un pays, qui peuvent déstabiliser des sociétés. C'est un problème très sérieux. Et je suis d'accord avec Pascal et avec Nadia. Il faut que le politique s'en saisisse. Je crains fort qu'il risque d'être dépassé. Dépassé, oui. Alors c'est vrai, des auditeurs me disent ça fait un moment que ça existe, c'est pas nouveau, les images faites par un site en HTML, oui, mais là on franchit, je pense, un cap un petit peu différent. Alexis, non, rien à ajouter. Rien à ajouter aussi. C'est-à-dire juste dire peut-être qu'effectivement c'est pas un sujet qui est complètement nouveau parce que ça a été annoncé, si vous regardez par exemple les excellents films de James Cameron, Terminator, dans la durée c'est exactement ça. C'est-à-dire sauf que c'est de la fiction. Jour où vous avez confié aux machines tout ce qui fait le fonctionnement de vos sociétés, y compris jusqu'à la défense, et que si vous en perdez de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça restait de la fiction. Oui, ça restait de la fiction parce qu'en fait, ça a annoncé des technologies qui n'existaient pas encore à l'époque, mais qui aujourd'hui, 30 ans plus tard, elles adviennent, et ça va même peut-être même encore un peu plus loin que ce qui était annoncé. Mais après, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qui reste comme place pour l'intelligence humaine. Absolument. Bon, mais est-ce qu'il n'y aura pas toujours besoin d'intelligence humaine pour traiter l'intelligence artificielle? On l'espère. À l'évidence, il y a un moment où il va falloir instaurer des garde-fous et un certain contrôle, parce que sinon, effectivement, on ne sait plus trop dans quel type de société on va, vers quel type de société on va aller. Ce que dit Jacques est très très important. C'est vrai, il parle de la balkanisation de la société mondiale. Il y a aussi effectivement le pouvoir des entreprises privées aujourd'hui, au-delà des États. Certains États sont ingérables, comme la Chine, mais il y a aussi effectivement les entreprises privées qui travaillent de leur côté, qui sont parfois plus puissantes que des États. Et effectivement, s'il n'y a pas une mise en place d'une régulation extrêmement rapide sur ce sujet, on est capable de contrôler le nucléaire, la profusion du nucléaire dans le monde. Pourquoi on ne met pas aussi en place des outils pour essayer de réguler l'usage de l'intelligence artificielle? Allez, on se retrouve dans un instant. On aura votre coup de gueule, Pascal, et le coup de cœur d'Alexis Bachelet, et puis mon coup de gueule à moi. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous continuons de débattre et de commenter l'actualité. Pascal Bataille, vous voulez revenir sur la fraude bancaire, et c'est en lien avec les perquisitions, j'imagine, qu'il y a eu dans 5 du banques. Parquet national financier, où 5 grandes banques qu'il faut citer, la BNP, HSBC, la Société Générale, Natixis et Exane font l'objet, alors pour l'instant c'est simplement une enquête, laissons jouer la présomption d'innocence, mais néanmoins ça semble quand même assez fondé. Ils font donc ces banques font l'objet d'une enquête du Parquet national financier pour des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment de fraude fiscale. Ça concerne la BNP et Exane. Et pour les 3 autres, il y a simplement blanchiment de fraude fiscale, simplement, si l'on peut dire. Et donc, oui, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est malheureusement aussi symbolique d'une société où aujourd'hui plus personne dans les institutions, parce que les banques, pour moi, c'est quand même des institutions, ne donne l'exemple. Au contraire. Alors, moi, je dis, il y en a un peu marre des ministres qui font des bras d'honneur, des députés qui s'invectivent au lieu de débattre, des forces de l'ordre qui parfois font régner la terreur au lieu de faire régner l'ordre, et des banques qui vous appellent quand vous avez 5 euros de découvert, ou vous interdisent, vous bloquent votre carte bancaire parce que vous avez 5 euros de découvert, et détournent apparemment, ou participent au détournement
contournement, plus exactement, de dizaines de milliards d'euros. On ne sait pas encore très bien quel est le montant. On est entre 1 et 30 milliards. Pour l'instant, c'est assez large. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup d'argent à l'heure où on en cherche pour financer les retraites dans notre pays. Donc, voilà, je trouve que c'est malheureusement très dommageable pour l'esprit citoyen, pour effectivement l'exemplarité qui devrait régner un peu plus au sommet de notre pays. Et moi, j'ai un compte personnellement à la BNP, un compte à la Société Générale. Je les ai fermés aujourd'hui. Voilà. Ah bon? Voilà. Et vous allez faire quoi de... Ah ben, je vais aller dans d'autres banques en essayant d'en trouver qui sont un peu plus saines et un peu plus correctes. Et j'appelle tous les auditeurs à faire de même. Ouais, mais là, vous avez créé une crise bancaire. Oh si non, tout je le monde pense retire pas. son argent. Je pense pas. La BNP et la Société Générale se portent très très bien. Regardez leurs bénéfices annuels, tout va bien. Oui, il y a... Alors, oui, Jacques, non, je vous entends. Oui, mais Jacques, ce que dit Pascal, il faut savoir effectivement qu'un certain nombre de sociétés, comme un certain nombre de banques, ont organisé un certain nombre de fraudes grâce à des logiciels. Donc on peut imaginer qu'avec l'avancée quantique, on risque d'avoir encore davantage de fraudes parce qu'ils calculent tout un tas de choses qui permettent ensuite d'évacuer un certain nombre de bénéfices dans des paradis fiscaux. Il est quand même stupéfiant de savoir que des grandes banques comme la Société Générale et la BNP continuent d'avoir dans un certain nombre de privilèges, je dirais de paradis fiscaux, des succursales et des filiales. C'est quand même assez incroyable que l'autorité bancaire ne mette pas de l'ordre dans ça. Alors vous allez me dire, il y a la concurrence internationale. Ils ne sont pas les seuls qui ne le fassent point. Mais ça pose un réel problème, non seulement de probité, mais aussi, je dirais, de confiance, de fraude potentielle. Oui, absolument. Non, c'est sûr. Pascal a raison. Alors, merci Jacques. Alexis Bachelet, vous, c'était un coup de gueule ou un coup de cœur? Non, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce qu'il y a des événements internationaux qui parfois passe un petit peu en dessous les radars médiatiques en Même France. Il y a une sélection de l'actualité qui fait que des sujets importants ou des faits passent en dessous de nos radars médiatiques. On est un petit peu auto-centré en ce moment sur la réforme des retraites et tout ce qui se passe à l'étranger. Il y a un gros sujet national qui occupe bien l'espace, mais bon, non, c'est ce qui s'est passé depuis quelques semaines en Israël. Avec un mouvement historique. Je crois que pour celles et ceux qui ont des contacts dans le pays, il y a justement des gens en Israël qui disaient regardez ce qui se passe, c'est incroyable. La société s'est mise en mouvement contre le gouvernement qui veut passer en force sur une réforme des institutions qui, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais met à bas la séparation des pouvoirs. Puisque le but, c'est de soumettre la magistrature et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de contre-pouvoir à ce qui pourrait être voté au Parlement. Vous savez, je ne vais pas faire un cours de droit constitutionnel, mais depuis Montesquieu, on sait que ce qui identifie une démocratie dans tous les régimes qui peuvent exister, c'est la séparation des pouvoirs. Et dans les pays dits démocratiques, en général, il y a une cour constitutionnelle, il y a toujours une instance de magistrats indépendants qui est là pour dire si les lois qui sont votées au Parlement ou les décisions du gouvernement sont ou ne sont pas conformes aux lois fondamentales. Il n'y a pas de constitution en Israël, mais il y a des lois fondamentales. Mais dans la plupart des pays démocratiques, il y a une constitution. Et le fait de vouloir abaisser ces contre-pouvoirs, ça mettait finalement Israël en situation de passer d'un régime démocratique à un régime dit illibéral. Et il y a eu vraiment une lame de fond la société israélienne s'est saisie de cet enjeu, au-delà des questions politiques, partisanes, y compris dans l'armée. Vous savez que c'est une institution très puissante en Israël, puisque le service militaire dure 3 ans et demi. Et les réservistes ont dit, voilà, nous, on n'ira pas se battre pour un État qui n'est plus garant de nos libertés fondamentales. Grosse crise Donc, politique. grosse crise qui a amené le gouvernement Netanyahou à reculer, alors pas complètement, puisque le 27 mars, il a annoncé le gel du processus législatif et le renvoi à une session ultérieure de la Knesset. Néanmoins, c'est une victoire quand même pour toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie, et je pense qu'il y en a beaucoup en Israël comme dans nos pays, et qui nous rappelle aussi que la démocratie, c'est pas quelque chose qui existe de manière naturelle.
Voilà, ça vient d'une histoire, ça vient de combats. Et aujourd'hui, la démocratie française, elle est aussi malmenée quelque part par le fait qu'il y a une réforme qui est très contestée et que le gouvernement reste droit dans ses bottes. Donc, c'est pas comparable évidemment, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des fragilités dans nos démocraties et que si on n'y prend pas garde, on peut passer sans s'en rendre compte à travers une modification de constitution ou de loi fondamentale sur un autre régime. C'est effectif. Et puis le gouvernement a lâché face à la pression de la rue avec des millions d'Israéliens. Comme quoi la foule, parfois, n'a pas tort. Parfois. Je voulais signaler cette enquête conjointe de Marianne, du magazine Marianne, et de l'Œil du 20h sur France Télé hier soir, qui s'est intéressé à un fonds qui s'appelle le Fonds Marianne, ça n'a rien à voir avec le journal, qui a été créé après l'assassinat de Samuel Paty par Marlène Schiappa. C'était pour lutter en ligne contre la radicalisation, 2,5 millions d'euros pratiquement. Marlène Schiappa avait annoncé cela en disant que voilà, il fallait lutter à juste titre contre la radicalisation. Et il y a plus de 2 millions d'euros qui ont été distribués à 17 associations, dont l'une qui s'appelle USEPPSM, qui était dirigée alors par Mohamed Sifawi et qui était chargée, écoutez bien, de déployer du contenu multimédia pour promouvoir un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Apparemment, hormis un compte Instagram à 138 abonnés, des vidéos vues 7 ou 8 fois, il s'est rien vraiment passé. Donc visiblement, au-delà de cette association-là, il y a beaucoup de questions autour de ce fonds de dotation et d'une manière générale des subventions qui sont données. Oui, où est passé l'argent? Pourquoi cette association-là? Pour quels résultats? Pourquoi on ne demande pas de compte? C'est une enquête qui est assez sidérante. Donc je ne porte pas de jugement. Je dis juste que j'ai été interpellée par cela. Et puis d'une manière générale sur la façon dont sont attribuées les subventions. Vous en savez peut-être quelque chose, monsieur le maire, et vous, Alexis Bachelet, à certaines associations pour le moins douteuses. Oui. Pas toujours et pas tout le monde. Et puis il y a du clientélisme aussi parfois. Non, visiblement, dans ce que vous venez de nous dire, Valérie, il y a effectivement quelques doutes. Et je crois que ça relève tout simplement de la justice. Je voudrais revenir sur ce que disait Alexis, là, sur effectivement ce qui se passe en Israël est très important. Bon, on le sait très bien que la coalition Netanyahou est formée avec des gens qui ont une vision toute particulière de la démocratie et de la non-discrimination. En revanche, il ne faut quand même pas non plus exagérer, c'est qu'il y a une certaine dérive actuellement de ce que j'appelle le gouvernement des juges. Donc il ne faut pas le mésestimer, et je crois que tôt ou tard, il devrait y avoir à ce titre, je dirais, certains rééquilibrages, parce que les cours, quelles qu'elles soient, n'ont pas à se substituer également à la responsabilité politique des élus. Oui, non mais c'est juste. C'est un débat vieux comme la démocratie, Jacques. Qui juge les juges? Oui, bien sûr. Mais c'est un problème d'équilibre. On est allé trop longtemps dans un sens, il faut revenir un peu à plus d'équilibre. Moi, par rapport à votre coup de gueule, Valérie, c'est vrai que ça pose la question des contrôles, des subventions. Et moi, je vois, là où je suis élue, à la mairie d'Évry-Courcouronnes, on rencontre régulièrement les associations. Enfin, régulièrement, non, on fait un point chaque année avec les associations auprès desquelles on a versé des subventions. Et à chaque fois, on fait un point avec elles en disant, voilà, quels sont les objectifs que vous avez promis à la mairie, c'est-à-dire, voilà, comment vous avez utilisé vos subventions. Et il y a une feuille de route qui normalement est établie avant le versement de cette subvention, et une fois la subvention acquise, eh bien il y a ce contrôle. Et si l'association n'a pas fait son travail et n'a pas réalisé sa feuille de route comme elle l'a promis à la mairie, eh bien là je peux vous dire que la subvention elle diminue drastiquement, ou tout simplement elle n'est pas reconduite. Nous le faisons aussi par des contrats d'objectifs. Exactement. Sauf que là, en l'occurrence, le CIPDR publie un communiqué. Donc il y a 17 associations qui ont reçu plus de 2 millions d'euros. Et il y a une mention à la fin du communiqué: les projets sélectionnés n'ont pas vocation à être revendiqués par le CIPDR. Il s'agit pour l'État d'encourager ces initiatives sans se placer en première ligne, de façon à ne pas décrédibiliser leurs porteurs. Donc ça veut dire en gros, on vous donne le pognon, vous en faites ce que vous voulez, on ne mettra pas notre nez dedans.
Après, c'est un petit peu étonnant parce que nous, dans les collectivités locales, mais là, c'est un fonds particulier. Dès qu'il y a une subvention d'un montant significatif, il y a systématiquement une convention d'objectifs. Et à minima, même pour des très petites associations, il y a un rapport d'activité qui doit être rendu. Il y a des comptes qui doivent être rendus quand même. Et donc, normalement, c'est pas possible. Normalement, c'est pas possible au niveau local. Et je comprends pas qu'au niveau de l'État, ça soit pas la même chose. Là, c'est assez étonnant en fait. Mais normalement, devrait y avoir un minimum de contrôle. Absolument. C'est l'argent public. Il faut savoir que pour les subventions versées par l'État, vous n'avez qu'à regarder la loi de finances. Il y en a des milliers d'associations. Donc, je crois qu'il y a un problème quantitatif de contrôle qui n'est pas effectué parce que l'État est accaparé par de multiples missions. Mais là, ce codicile disait clairement qu'il n'y aurait pas de contrôle, très, très précisément. Allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors Emmanuel Macron est en déplacement à Savines-le-Lac pour présenter son plan pour améliorer la gestion de l'eau. Il est de retour sur le terrain. Il y a une image sur Twitter qui montre le service d'ordre impressionnant qui accompagne le chef de l'État. La question, est-ce que ça va être, parce que la CGT a promis un accueil un accueil républicain, voilà. Ça va être compliqué pour lui de se déplacer. C'est un peu anecdotique, mais ça parle quand même de l'ambiance du moment. C'est pas du tout anecdotique en fait, mais c'est caractéristique au contraire de la manière dont Emmanuel Macron essaye d'enjamber le sujet qui occupe le pays depuis des mois. Et rappelez-vous, il a essayé de faire ça la semaine dernière dans le journal de 13h, en disant, bon, voilà, il y a un processus, il va aller à son terme, circuler, il n'y a plus rien à voir, et maintenant on va parler de l'avenir, oui c'est vrai, la pénibilité, les questions du travail, l'industrie, l'écologie, tout ça, hop, on passe à autre chose. Et là en fait, il est dans la continuité, c'est-à-dire qu'il voudrait faire comme si on n'était pas en plein cœur d'une crise sociale et politique majeure, dont il est un des co-responsables, parce que bon, c'est quand même lui qui a imposé ce calendrier de réforme et puis qui a souhaité aller au bout, l'usage du 49.3. On sait très bien que tout ça s'est fait en coordination entre l'Élysée et Matignon. Et aujourd'hui, il fait comme si de rien n'était, je vais reprendre mes déplacements. Le pays n'est pas au bord de la crise de nerfs, il n'y a pas de tension extrême, il n'y a pas des journées de manifestation tout le temps, en semaine, le week-end, il n'y a pas des gens qui se mettent en grève. C'est quoi? C'est surréaliste. Donc qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer que les gens qui sont dans les mobilisations, et il y en a partout en France, même, y compris beaucoup dans les villes moyennes, d'ailleurs ça surprend, mais le pays est vraiment massivement mobilisé. Partout il va se déplacer. Les gens qui manifestent depuis des semaines et à qui on a l'impression de ne pas être entendus, à qui on ne répond pas, à qui on dit circuler, il n'y a rien à voir, cette réforme, on l'a fait coûte que coûte, ils vont entraver. C'est pas uniquement une question de CGT, pas CGT. Je pense que dans tout le pays, il y a des gens aujourd'hui qui, quand Emmanuel Macron va s'annoncer quelque part, et pas partout, y compris dans les villages, parce que là, il essaye de se mettre un peu dans des coins où il n'y a pas trop de monde, mais il va être en difficulté. Voilà. Et encore une fois, c'est le non-traitement politique, la non-réponse, la volonté d'enjamber le sujet comme si on pouvait continuer à avancer sans problème, ça va générer, je vous dis, le mouvement social, il ne va pas s'arrêter. De toute façon, le gouvernement avait misé sur un pourrissement, sur le fait qu'il y aurait quelques journées et puis que ça retomberait. Ça ne retombe pas. Ça retombe un peu. Non, avant-hier, c'était une des plus grosses journées en termes de nombre de manifestants. Ouais. La photo que j'évoque, j'ai envoyé à un policier qui me dit que c'est un fake. Vous voyez, ça rejoint un peu notre début, voilà. Non, mais néanmoins, ce que dit Alexis est très important, parce que dans l'absolu, il serait légitime et normal et souhaitable qu'un président de la République ne reste pas bunkérisé dans le palais de l'Élysée et aille régulièrement au contact de la nation, du pays, et donc puisse se déplacer. Le problème, c'est que l'attitude de Macron, depuis qu'il est élu globalement, et encore plus ces derniers temps, est une attitude qui favorise tellement la crispation et qui est tellement peu dans le dialogue que forcément ces déplacements, et celui d'aujourd'hui notamment, peuvent passer pour de la provocation et vont
je ne l'espère pas, mais risque de générer des troubles, des débordements, pourquoi pas de la violence, etc. Alors des manifestations, bon ça c'est légitime, mais effectivement peut-être au-delà de ça, parce que si la présence policière est trop importante pour assurer sa sécurité, voilà, et ça c'est le résultat d'une attitude totalement égotiste et sourde à tout dialogue, et sourde à ce qu'est vraiment le pays aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, qui ne fait que s'aggraver. Oui. Jacques Méhard. Oui, je suis d'accord. En réalité, il y a deux aspects dans ce déplacement. Il y a d'abord la cécité politique de Macron lui-même, qui n'a absolument pas compris la colère qu'il suscite chez les Français. Il y a un rejet du Macron qui est total. Il ne faut pas les sondages le disent, mais on le sent très profondément. Puis il y a un deuxième aspect sur lequel vous êtes passé un peu trop vite. Qu'est-ce que c'est que Serre-Ponçon ? Serre-Ponçon, c'est une immense bassine. Et je peux vous dire que si aujourd'hui il fallait le faire, tous les écolos du bistrot seraient contre. Donc il faut bien regarder ce que c'est. Grâce à Serre-Ponçon, on peut effectivement utiliser une masse d'eau potable pour faire un certain nombre de choses. Donc dans la lutte contre la sécheresse, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire avec ces écolos du café du commerce qui pourrissent la vie de tous les gouvernements. Bon, Najwa, Moi, je pense que, contrairement à ce qu'a dit Jacques, que le président de la République est parfaitement dans son rôle conscient. Non, mais puis conscient de la colère des Français. Enfin, je veux dire, il regarde les sondages. Donc, simplement, il a une feuille de route. Sa feuille de route, c'est d'apparaître comme un président réformateur. Donc, il se dit, la réforme des retraites, c'est la réforme la plus importante de mon quinquennat, et donc moi j'ai pour objectif qu'elle soit adoptée. Donc moi je pense qu'il n'est pas, au contraire, je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Et bien sûr que ses déplacements sont réduits, mais ne serait-ce rien que pour des raisons de sécurité, tout simplement. Et donc vous voyez, il va présenter son plan haut, mais il va pas sortir forcément faire des bains de foule. Donc il sait parfaitement que il faut pas se frotter à la population actuellement au regard du contexte. Donc moi je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Je me répète, mais il n'est pas dans une bulle. Il sait très bien que cette réforme, elle suscite la colère de la majorité des Français. Mais ça veut dire qu'il va dans le mur en klaxonnant. Parce qu'il y a un moment, si jamais ça provoque des heurts, il sera responsable. Je vais vous dire, tout le monde attend avec impatience cette décision du Conseil constitutionnel du 14 avril. Elle va être claire. Que vous dites quoi, vous, Jacques, sur le Conseil constitutionnel? Parce qu'il y a des supputations. Le Conseil constitutionnel va tacler un peu, faire des réserves à droite et à gauche, mais il ne va pas entrer dans le recours au 47.1, parce que jamais il ne juge, je dirais, de ce qui sont des choix politiques des assemblées elles-mêmes. Donc il va tacler un peu à droite et à gauche, faire des réserves, dire c'est pas bien, et puis il va acter le fait que la loi est adoptée. Vous imaginez pas un deal possible entre Emmanuel Macron et Laurent Fabius sur tu me retires la loi? C'est moins certain. Oui, je sais qu'ils ne peuvent pas s'entendre, mais il y a un moment pour sortir de la crise. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Bon. Le Conseil constitutionnel va argumenter en droit au regard de la Constitution, mais il ne va pas censurer une loi de ce type. Il va certainement émettre quelques réserves. Il va tacler le gouvernement en disant il y a ci, il y a ça, etc. Mais ça n'ira pas plus loin. Oui, Alexis? Oui, la décision sera rendue le 14 avril. Donc d'ici là, on a encore le temps d'en parler et de conjecturer. Mais y a deux options. Il y a l'option Jacques Méhard, qui est plutôt dans la jurisprudence des décisions du Conseil constitutionnel. Il y a d'autres approches juridiques qui disent que le processus législatif choisi par le gouvernement étant, par la loi de finances et puis par ensuite l'usage de restreindre le débat, y compris au Sénat, peut amener le Conseil constitutionnel à dire que pour cette loi, qui est une loi quand même très importante, le choix des véhicules législatifs et le processus parlementaire n'est pas respectueux de la Constitution, puisqu'il y a quand même... Et il peut
et ça serait historique, et ça serait effectivement une surprise par rapport aux jurisprudences, mais à ce moment-là, il peut faire tomber toute la loi. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il n'y aura pas de demi-mesure. Je pense soit on sera dans de la cosmétique, comme l'a dit Jacques Méard, et c'est souvent arrivé que le Conseil constitutionnel dise, voilà, sur ce point-là, c'est pas bien, il faudrait... Mais... on pourrait aussi assister, parce qu'on est dans une situation politique un peu particulière, parce que le Conseil constitutionnel, c'est pas non plus, ils sont pas enfermés dans un bunker, donc ils entendent, ils voient ce qui se passe. Moi, je suis pas ils sont dans chargés le truc, de réfléchir d'un point de vue légal. Voilà. Après, non, mais eux, ils vont se prononcer vraiment du point de vue légal, mais du point de vue légal, il y a des juristes qui disent que il y aurait matière à critiquer vraiment la manière dont le gouvernement a procédé pour aller. Alexis, allez-y, Jacques. Quand je t'entends, je sais que l'école du droit, c'est l'école de l'imagination. Non. Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin. Non. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. Jacques. On va parler... Moi, je suis plus prudent que toi. Parce que toi, tu dis, ça va se passer comme ça. Moi, je dis, on n'en sait rien. Voilà, rien n'est écrit et... on verra. On se retrouve dans un instant. On va dire quelques mots sur Sainte-Soline et les différentes versions de ce qui s'est passé pour les secours. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Voilà, je voudrais qu'on dise quelques mots de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, de l'accès des secours qui est mis en cause. La famille de 2 des blessés graves qui sont dans le coma aujourd'hui ont porté plainte. Visiblement, la chronologie des faits dit autre chose. Écoutez l'analyse factuelle, me semble-t-il, de Patrick Cohen hier soir dans C'est à vous. L'ambulance a été ralentie par des manifestants qui demandaient de l'aide pour l'un des leurs blessés plus légèrement. On le voit, une caméra de France 3 était là. Le rapport détaillé de la préfète qui relate cette évacuation minute par minute est assez édifiant. Une victime au plus près de la zone d'affrontement, un véhicule du SAMU qui peine à le localiser précisément, une escorte de gendarmerie qui accompagne l'ambulance et qui doit rebrousser chemin face à l'hostilité de la foule, un médecin de gendarmerie qui parvient au chevet du blessé mais se prend des jets de pierre. Au milieu de ce chaos, l'hélicoptère parvient à évacuer le jeune homme vers le CHU de Poitiers un peu plus de 2 heures après le premier appel passé au 18. On dispose donc de la chronologie de cette opération de secours. Oui, qui d'après nos recoupements était déjà en cours, cette opération, au moment de l'enregistrement. Mediapart, l'appel a été passé, on l'a dit, à 14h50. À ce moment-là, le véhicule médicalisé qu'on vient de voir est déjà arrivé au point de rassemblement des victimes. Il a quitté Ruffec à 25 km de là à 14h01, bien avant le coup de fil. Voilà, donc c'est une chronique qui dure beaucoup plus longtemps, mais qui est assez... qui est assez factuel dans ce qu'il raconte, puisque Mediapart a diffusé, que ça a été rediffusé, le fait que le SAMU dise on n'a pas l'autorisation, on a interdiction, comme si la police interdisait d'accéder. Visiblement, le SAMU s'était organisé pour venir. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait que, je sais plus, c'est un pompier, enfin il y en a un qui est intervenu sur Sud Radio, mais qui disait que quand une manifestation est interdite, normalement c'est à ceux qui prennent le risque de cette manifestation aussi d'organiser les secours, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, et ça me semblait intéressant de montrer un autre point de vue que celui qui est massivement diffusé sur l'interdiction de la police faite au SAMU d'accéder. Et je rappelle qu'ils se sont pris des jets de pierre. Oui, voilà, mais il faut... Non, mais apparemment, enfin, moi j'attends chaque jour avec impatience la nomination de Patrick Cohen au porte-parole du gouvernement, mais... je partage pas forcément ses avis, mais là il donne des faits. De la bien-pensance et du discours politiquement correct. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on fait une polémique sur un sujet qui ne le mérite sans doute pas, effectivement, parce que... ça le mérite s'il y a effectivement eu... Oui, mais en l'occurrence, il s'avère très certainement que le SAMU a effectivement été retardé, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas intervenir sans se mettre eux-mêmes en danger et en difficulté, et que c'est le règlement. Voilà, donc il n'y a pas forcément à mettre en cause là-dessus. Il y a d'autres sujets sur lesquels on peut le faire, mais sans doute là-dessus, les forces de l'ordre ou le SAMU. Il y a un médecin de la gendarmerie qui s'est mis en risque lui-même pour porter secours. Voilà, donc effectivement, pas de fausse polémique, mais enfin, ne cherchons pas non plus, comme le font certains médias, à mettre en permanence
des pansements là où il faut pas en mettre. Non, mais c'est aussi des informations, fausses informations qui circulent et qui mettent de l'huile sur le feu complètement. Je veux dire, c'est aussi ça. Mais moi, en lisant la presse ce matin, ça a été pas mal corrigé, je trouve. Ouais. D'une part, et puis après, dans cette affaire, mais comme dans d'autres, c'est un peu désinformation contre désinformation. Alors que il y a des informations du côté de ceux qui défendent les bassines ou des activistes qui protestent contre. Bon, je veux dire, c'est pas bien, mais c'est, si je puis dire, malheureusement aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit, avec l'utilisation des médias sociaux et les guerres d'information qu'on se livre sur les. Il y a plus aujourd'hui de versions. Mais moi, ce qui me pose vraiment question, parce que c'est pas un sujet nouveau et on l'a vu déjà au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et encore, il y a quelques mois, quand il y a eu la Ligue des Champions, la finale entre Liverpool et le Real, c'est que l'État fabrique des réalités alternatives. Moi, j'ai toujours fait confiance dans le ministère de l'Intérieur, dans les forces de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est un métier extrêmement difficile. Le ministre de l'Intérieur, quelles que soient les étiquettes politiques, c'est un ministère qui est très exposé. Mais on a eu quand même des gens... je ne vais pas citer des noms, mais bon, des gens comme Jean-Pierre Chevènement. Il y a eu. Non, mais je veux dire, même. Enfin, ça a commencé déjà, si vous vous rappelez, oui, Pierre Jox. Mais il y a eu aussi des gens de grande qualité à droite. C'est pas le sujet. Oui, mais ça a commencé, je pense, avec Nicolas Sarkozy. Quand il y a eu les problèmes dans les banlieues, où on a commencé à dire que la police avait été provoquée. Vous savez cette histoire à Clichy-sous-Bois dramatique, les deux jeunes qui ont été poursuivis, etc. Là déjà, et puis il y a eu d'autres événements à Villiers-le-Bel où on a commencé à systématiquement vouloir dédouaner l'État de ses responsabilités et d'éventuels problèmes dans la manière dont les policiers peuvent se comporter vis-à-vis de la population. Et depuis cette époque-là, on a l'impression qu'on va de plus en plus loin. Qu'il faille soutenir l'ordre républicain, moi, il n'y a pas de problème. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'on a des gens qui disent la vérité et qui parfois peuvent commettre des erreurs. Voire même, il peut y avoir des dérives, des violences policières. C'est pas, moi je dis pas que c'est systémique, mais je dis que ça peut arriver. Mais que dire systématiquement que ça n'existe pas et que tout se passe très bien, même quand il y a des blessés, même quand il y a des morts, même quand il y a des problèmes, et il y a des gens. Et je rappelle quand même le bilan sur les Gilets jaunes, il y a quand même eu des éborgnés, des gens avec des mains arrachées, beaucoup de gens mis en garde à vue, etc. Mais non, ça, il faut pas en parler. Le ministre c'est plus le ministre de l'Intérieur, c'est le ministère de la Vérité. Mais c'était pas le sujet. Et même quand ils font n'importe quoi, comme au moment de la finale, où visiblement la responsabilité des forces de l'ordre, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce qui s'est passé. Non, faut pas en parler, il y a pas de problème. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Parce que là, on met en cause les forces de l'ordre peut-être à tort, mais à l'inverse. Il y a sur cette affaire de Sainte-Soline des zones d'ombre et il y a des versions. On a du mal en fait à savoir ce qui s'est passé. Voilà, on a du mal et c'est quand même embêtant quand c'est l'État qui vient alimenter un contre-récit et qu'il y a des gens qui étaient sur place, pas que des activistes, des journalistes qui disent bah non moi j'y étais et il s'est passé telle et telle chose. Bon. Alors Jacques Miard. Oui, moi je crois qu'il faut garder raison. Bien évidemment, il peut y avoir des loupés. Bien évidemment, il est tout à fait regrettable qu'un homme manifestant soit aujourd'hui entre la vie et la mort et qu'il y a eu aussi des yeux qui ont été perdus, je l'ai toujours dénoncé. Il n'en demeure pas moins que nos forces de l'ordre, comme on dit, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, subissent aujourd'hui des harcèlements continuels. Et quand on regarde le nombre de blessés qu'il y a dans la gendarmerie, la police, et que, bien sûr, il y a aussi des blessés de l'autre côté, eh bien, je dirais, l'équilibre ne se fait pas. Donc, Alexis, il faut garder raison. Il y a des enquêtes qui sont en cours et il faut attendre un peu. Malheureusement, il y a des désinformations permanentes. Alors ça, c'est la plaie aujourd'hui, c'est le moulin médiatique et on va accorder plus de raison à une association sous prétexte que ce n'est pas le gouvernement. Il y a un moment, il faut savoir rétablir le fait que l'autorité républicaine a priori, je dis bien, est dans la légitimité quand elle agisse. Cette manifestation a été interdite, il ne faut quand même pas l'oublier.
Oui. Pascal, ce qui est sidérant, c'est que, enfin, et intéressant, c'est qu'il y a plus de blessés dans le bilan du côté des forces de l'ordre que du côté des manifestants. Bien évidemment. Ce qui veut dire que effectivement, on est quand même aujourd'hui dans une société de plus en plus violente où on ne peut plus s'exprimer autrement que par la violence. En tout cas, c'est ce qu'estiment ces personnes-là que par la violence. Ça dit beaucoup de choses quand même sur l'état de notre démocratie, sur la représentativité de nos politiques, parce que si on en est obligé de recourir à des moyens aussi radicaux, aussi durs, aussi violents, c'est qu'il y a un niveau d'exaspération qui dit quoi ? Qui dit que le peuple ne se sent plus du tout écouté et qu'il prend entre guillemets les armes pour se faire entendre. Oui, non, mais je partage entièrement cet avis, c'est-à-dire vraiment notre démocratie est malade et il est bien regrettable que le dialogue, et on le voit pour la réforme des retraites également, que le dialogue n'est plus possible. Et à partir du moment où le dialogue n'est plus possible, le pire peut arriver. Et je rejoins ce que disait Jacques quand il disait bien sûr qu'il est regrettable que ce jeune homme soit entre la vie et la mort. Mais il faut avoir aussi un discours équilibré. Vous avez aussi des forces. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Il y a deux rapports d'ailleurs. Il y a eu deux rapports qui ont été établis notamment par un général d'armée, Christian Rodriguez, qui a rendu un premier rapport et qui conforte et qui corrobore ce que dit le rapport du SAMU 79. Vous avez une plainte aussi qui a été déposée par les familles, donc la plainte exacte c'est une plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours, mais autant vous dire que l'enquête va permettre aussi de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais la difficulté est telle qu'on était dans un tel chaos que bien sûr il y a eu des zones de sécurité qui ont été mises en place. Alors moi je sais pas comment les choses se sont passées, j'ai pas lu le rapport, mais il semblerait que dans un premier temps il y ait un médecin de la gendarmerie qui était au chevet de ce jeune homme. Mais le rapport, je ne l'ai pas lu, donc je veux pas dire des choses qui seraient fausses. Estime que les choses ont été faites. Bon, attendons le résultat de l'enquête et la vérité émanera de celle-ci. Mais tout ça pour dire aussi que attention fake news. Moi quand j'ai vu cet extrait d'audio qui circulait dans Mediapart, qui circulait sur les réseaux sociaux, partant de Mediapart et du Point, excusez-moi, la mayonnaise, elle peut vite prendre. Alors qu'on ne connaît même pas la vérité. Mais c'est là où il y a des inquiétudes réellement à avoir. Le pire peut arriver. Enfin, on a vu des drames parce que tout partait des réseaux sociaux. Oui. On va s'arrêter là. Merci à tous les quatre. On aurait pu continuer encore longtemps. Au les cœurs. Et puis vive l'hippodrome de Maison Lafitte. Bravo. Merci. Allez, bonne journée. À bientôt.